Aujourd'hui, les amis, j'ai envie de vous parler d'un livre qui m'a beaucoup plu, que je viens tout juste de terminer, d'un livre qui flirte parfois avec le fantastique, avec l'épouvante, avec le gothique plutôt, et qui pourtant traite de sujets très profonds, comme de la morale, de l'art, de la beauté, de la jeunesse. Ce livre, c'est le Portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Le Portrait de Dorian Gray, c'est l'histoire de Dorian Gray, un jeune homme de 20 ans environ, très riche, très beau, qui va faire la rencontre de Lord Henry Wotton, et qui va, par l'influence de ce dernier, se rendre compte de sa beauté et de sa jeunesse. Et de là, il va faire un vœu, le vœu de ne plus jamais vieillir. Et de manière assez miraculeuse, ce vœu va s'exaucer. La rencontre des deux hommes se passe dans un atelier d'artiste, l'atelier de Basil Hallward, et à la place de Dorian Gray, c'est un portrait que Basil avait fait de lui qui va vieillir à sa place, qui va prendre les marques du temps et de la vie. Mais le portrait de Dorian Gray, ça n'est pas que ça, parce que le portrait ne va pas seulement vieillir à sa place, mais le portrait va être aussi le reflet de sa conscience. Dorian va vouloir le cacher, il va tomber dans la paranoïa, car derrière l'image publique, derrière l'image d'un homme respectable, derrière la beauté de son visage, derrière le charme, derrière sa jeunesse, se cache en fait une double vie, celle d'un homme qui ne peut s'empêcher de jouir de tous les plaisirs, de vivre d'une débauche insatiable, d'une philosophie où tout est permis. Le livre commence sur une préface d'Oscar Wilde de quelques pages très courtes qui va parler et qui va traiter de la philosophie d'Oscar Wilde sur l'art et la beauté. Une philosophie qui place le beau et la beauté au-dessus de tout, et une philosophie que l'on va retrouver à travers le personnage de Lord Henry Wotton tout au long du récit. Il n'existe pas de livre moral ou immoral. Un livre est bien écrit ou mal écrit. Un point c'est tout. Selon cette idée, l'art est au-dessus de tout et ne devrait donc pas être jugé sur des bases morales, sociales ou politiques. En revanche, cela ne veut pas dire que l'œuvre d'art en question, l'œuvre en question, n'a pas une morale ou que l'art ne doit pas porter une morale. Tout art est à la fois surface et symbole. Ceux qui cherchent sous la surface le font à leur risque et péril. Seulement, dans le portrait de Dorian Gray, à travers le personnage de Lord Henry, Oscar Wilde va pousser cette pensée dans ses retranchements, dans ses limites. Pour Lord Henry, si c'est beau, si c'est de l'art, alors tout est permis, mais sinon ça n'est rien. Même les gens, même l'amour sont inintéressants. Quelqu'un s'est tué par amour pour vous. Ça c'est Lord Henry. Lord Henry parle à Dorian Gray car une fille s'est tuée, s'est suicidée par amour pour lui et il essaie de le consoler. Donc il dit « Quelqu'un s'est tué par amour pour vous. Je regrette de n'avoir jamais connu une telle expérience. Il nous faut absorber la couleur de la vie mais ne jamais en retenir les détails. Les détails sont toujours vulgaires. » Ici, le détail, c'est le fait qu'elle se soit tuée pour lui. C'est la mort. Il y a quelque chose de très beau dans sa mort. Je suis heureux de vivre en un siècle qui voit se produire de telles merveilles. Donc qu'est-ce qu'il dit là? Il dit simplement « Le beau est au-dessus de tout, or sa mort est belle, elle est même mieux, elle est merveilleuse. Ainsi, elle a le droit d'exister en elle-même. On n'a pas besoin de chercher à savoir si elle est morte pour quelque chose de bien ou de pas bien, si on l'a tuée ou si on l'a pas tuée. Ce qui compte, c'est que sa mort soit belle, donc elle a raison d'exister, et c'est tout ce qu'on devrait retenir. À travers le personnage de Lord Henry, Oscar Wilde promeut une philosophie hédoniste, une philosophie de la recherche continue des plaisirs, une philosophie qui va considérablement influencer Dorian Gray dans le bouquin. Aujourd'hui, la plupart des gens meurent d'une sorte de bon sens terre à terre et découvrent lorsqu'il est trop tard que les seules choses qu'on ne regrette jamais sont les erreurs qu'on a commises. Mais à travers cette philosophie se cache en réalité une critique acerbe de la société. La société victorienne dans laquelle vivait Oscar Wilde avait des valeurs de première importance, le travail, l'église, la famille. Il fallait être quelqu'un de respectable, mais toujours sur un fond d'hypocrisie. Londres était à la fois la chapelle des bons principes et en même temps l'atelier des plaisirs, et tout le monde le savait. D'un côté, on parlait d'une pruderie sans borne de la classe bourgeoise, et en même temps, on savait qu'il y avait 80 000 professionnels du sexe qui s'agitaient dans les rues. Et c'est aussi ça qu'Oscar Wilde cherche à condamner dans le portrait de Dorian Gray. Cette société qui ne s'occupe que des apparences, cette société qui excuse tout au Dorian Gray parce que ce sont des hommes bien, parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils présentent bien.
Sa beauté n'avait été pour lui qu'un masque, sa jeunesse qu'une imposture. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve bien dans le personnage de Basil Hallward. Basil Hallward, c'est l'âme conservatrice du récit, et c'est le grand perdant de l'histoire. Tout gentleman doit s'intéresser à sa réputation. Tu ne veux quand même pas que les gens parlent de toi comme de quelqu'un de vil et de dépravé. Certes, tu as ta position, ta fortune, etc. Mais position et fortune ne font pas tout. Et c'est donc un personnage qui est très attaché à la morale, très attaché à ce que l'on pense de lui, et qui va essayer de ramener Dorian Gray à la raison. Mais le problème, c'est qu'en même temps qu'il essaie de ramener Dorian Gray à la raison, il en est incapable. Car c'est lui, face à la beauté de Dorian, qui perd la raison. Parce que Dorian est beau, parce que Dorian a l'air si pur, parce que Dorian est innocent. En apparence. Note bien que je n'accorde aucun crédit à ces rumeurs. Ou plutôt, je ne peux, en te voyant, leur accorder aucun crédit. Le péché est quelque chose qui s'inscrit sur le visage des hommes. Impossible de le dissimuler. Les gens parlent parfois de vices cachés, mais cela n'existe pas. Si un individu a un vice, ce dernier se voit dans les rides de sa bouche, l'affaiblissement de ses paupières et jusque dans la forme de ses mains. Mais toi, Dorian, avec ton visage éclatant, pur, innocent et ta prodigieuse jeunesse, que rien n'altère, il m'est impossible de croire quoi que ce soit de mal contre toi. Au début du livre, Dorian Gray, c'est quelqu'un de plutôt timide, d'un petit peu naïf. Il n'a pas d'idée directrice, pas de valeur cardinale, il ne connaît pas grand-chose à la vie. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est beau. C'est le tout début du livre, c'est la première fois qu'il le voit. Lord Henry le regarda. Oui, il était sans nul doute merveilleusement beau, avec ses lèvres vermeilles, finement ciselées, ses yeux bleus pleins de franchise, les boucles d'or de ses cheveux. Et Lord Henry, tout au long du récit, va l'influencer, va le transformer, va l'entraîner dans une vie de débauche, de vice et de corruption. Nous sommes punis de nos refus. Tout élan que nous nous efforçons d'étouffer pèse sur notre esprit et nous empoisonne. Que le corps pêche une fois et s'en est fini de son péché, car l'action est une forme de purification. Il n'en reste rien ensuite, si ce n'est le souvenir d'un plaisir ou le luxe d'un regret. La seule façon de se débarrasser d'une tentation, c'est d'y céder. Mais le problème de Lord Henry, c'est pas tant sa philosophie, mais son influence. Qu'il vive selon ses convictions, qu'il croit profondément en ses idées et qu'il essaie de les appliquer, soit, libre à lui. Mais là où il est dangereux, c'est par son éloquence, par sa rhétorique, car il ne cherche pas à faire grandir Dorian, il cherche à le manipuler. On avait l'impression en lui parlant de jouer sur le plus délicat des violons. Il réagissait à chaque touche, à chaque effleurement de l'archet. Il y a quelque chose de terriblement captivant à exercer une influence. Aucune autre activité ne peut s'y comparer. Projeter son âme dans une forme gracieuse, l'y laisser s'attarder un moment, entendre ses propres pensées revenir en écho, enrichi de toute la musique d'une passion juvénile, faire passer son propre tempérament chez autrui comme s'il s'agissait d'un liquide subtil ou d'un parfum étrange, voilà qui est source d'une joie authentique. Oui, il allait tenter d'être pour Dorian Gray ce que, sans le savoir, le jeune homme était pour le peintre qui avait réalisé ce merveilleux portrait. Il tenterait de le dominer. En vérité, il y avait déjà à demi réussi. Il faut être honnête, il est fort. En rejetant les conventions, avec son esprit libre et provocateur, avec ses aphorismes piquants, on a, nous aussi, presque envie, comme Dorian Gray, de céder à la tentation. Le but de la vie, c'est l'épanouissement de soi, réaliser notre propre nature à la perfection. Voilà notre raison de vivre en ce bas monde. Les gens, aujourd'hui, ont peur d'eux-mêmes. Ils ont oublié le plus important des devoirs, celui qu'on a envers soi-même. Certes, ils sont charitables, ils nourrissent les affamés et vêtent les mendiants, mais leur âme meurt de faim, elle est nue. Notre race a perdu tout courage, peut-être n'en avons-nous jamais eu. Cette terreur devant la société qui forme la base de la morale, cette terreur devant Dieu qui est le secret de la religion, voilà les deux principes qui nous gouvernent. Le problème de Dorian Gray, c'est qu'il va se retrouver malgré lui au milieu d'un triptyque entre Basil Hallward et Lord Henry. Il est le jouet de Lord Henry et il est la muse de Basil. Et entre les deux, il est incapable de se positionner. Il est séduit par l'esthétique et l'éthique de Lord Henry, mais malgré tout, il souffre d'une âme en contradiction avec les normes sociales, avec ce que la société voudrait qu'il soit. Et cette double vie le ronge, car en apparence, il se force à être quelqu'un de correct, à être ce qu'il devrait être, à jouer le jeu, mais en cachette, il est
quelqu'un d'autre, il est quelqu'un qui succombe à la tentation, qui succombe à ce qui est interdit, qui vit de vice et de corruption, qui fait tout ce qu'on ne doit pas faire selon les normes. Ce qui le force à porter un masque en toutes circonstances, il fait souffrir les autres parce qu'il n'est jamais lui-même, mais il se fait aussi souffrir soi-même car il est incapable de se définir. Il éprouvait un désir fou de retrouver la pureté immaculée de son enfance rose et blanche, comme Lord Henry l'avait un jour appelée. Il savait qu'il s'était flétri, qu'il avait gorgé son esprit de corruption et nourri d'horreur son imagination, qu'il avait exercé sur autrui une influence néfaste et qu'il avait éprouvé, ce faisant, une joie terrible, et que, de toutes les vies qui avaient croisé la sienne, c'était au plus belle, à celle qui contenait les plus grandes promesses, qu'il avait apporté le déshonneur. Mais tout cela était-il irrémédiable? N'y avait-il plus aucun espoir pour lui? Une nouvelle vie, voilà ce dont il avait besoin. Seulement pour ça, il faudrait qu'il soit capable de créer son système de valeurs, à lui, le sien, pour s'épanouir, dans lequel il pourra s'épanouir. Mais ça, y arrivera-t-il? Évidemment, cette double vie, ce que subit Dorian Gray, c'était aussi ce que subissait Oscar Wilde. Il a été accusé quelque temps après la publication du portrait de Dorian Gray de comportement, je ne sais plus comment ils appelaient ça, mais de comportement interdit, de comportement inadmissible, car en réalité il était homosexuel et que l'homosexualité était interdite. Il a pris 2 ans de travaux forcés, il sortira de prison moralement et physiquement détruit et il mourra quelques temps plus tard exilé en France, loin de sa famille. Et c'est en ce sens pour ça qu'il se battait pour plus de liberté. Et quand il parle de l'art pour l'art, de la beauté amorale, c'est parce qu'il n'a pas envie qu'on juge son œuvre sur sa personnalité ou qu'on juge sa personnalité sur son œuvre. Un peu comme dans Anatomie d'une chute récemment, on a utilisé justement le portrait de Dorian Gray pour le condamner. Voilà, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé le portrait de Dorian Gray, il y a plein de citations à relever, c'est un livre, si vous aimez les mots, si vous aimez les petites phrases que vous allez adorer, il ne faut peut-être pas succomber, il faut arriver à discerner le cynisme de Lord Henry à travers les phrases. Les premiers chapitres peuvent être parfois un petit peu durs, la préface, on peut se dire c'est un peu pompeux, on se dit que Oscar Wilde aime jouer avec les mots, aime jouer avec les phrases, un petit peu à la manière de Lord Henry, juste pour le plaisir de les faire et qu'il n'y a pas beaucoup de sens. Faut se laisser aller, faut passer les premières pages, faut passer les premiers chapitres, peut-être les 30 premières pages, je dirais en réalité, et ensuite c'est fluide et relativement facile à lire, donc allez-y, franchement, ça vaut le coup. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. Et puis aussi, si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez retenu de ce livre. Et puis voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt dans une prochaine. Salut, ciao ciao.